Polnareff, l'immense Michel Polnareff. Je cherche un job. Oui. On a recommencé les vraies voix. Hein. Oui, on a parti. J'étais en train de parler de Polnareff. Ah bon, bah très bien. En contrepartie des manques de candidats pour recruter des enseignants, c'est au tour de l'Académie de Versailles de lancer un job dating après les académies de Toulouse et Poitiers, mais pas pour recruter que des enseignants. 2035 postes de contractuels sont à pourvoir, 700 de professeurs des écoles, 600 d'enseignants du second degré, 600 d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, 35 infirmières scolaires et autant de médecins scolaires et 60 psychologues. Pas de concours à passer, niveau licence suffisant pour enseigner. Bref, rien à voir avec les compétences exigées pour le CAPES qui demande un bac+5. Pour la pédagogie, ce sera simple, quelques jours de formation avant la rentrée et du tutorat par des enseignants expérimentés pendant au moins 3 mois. Rappelons que de 2015 à 2021, la proportion de contractuels au sein de l'éducation nationale est passée en France de 14,5 à 22%, d'où notre grand débat job dating. Dans l'éducation nationale, aurons-nous des enseignants low cost? Et vous êtes 93,7% à dire oui. Avec nous, Gwenaëlle Surel, secrétaire général adjoint du SNPDEN UNSA et proviseur du lycée Nelson Mandela à Nantes. Gwenaëlle Surel, bonsoir. 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 Quand on voit les écarts de niveau de recrutement et la formation en pédagogie, ne va-t-on pas défavoriser des élèves par rapport à d'autres et donc favoriser des élèves par rapport à d'autres selon l'enseignant qui sera en phase 2? Bon, je pense que l'inégalité sociale et la réussite des élèves au regard de l'inégalité sociale qui existe déjà, je ne suis pas certain que ça soit la seule entrée qui puisse mettre en difficulté ce que vous exposez. Ce qui est certain sur le job dating, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation en tant que chef d'établissement. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut se poser la question de ce qu'est une rentrée réussie, c'est-à-dire est-ce qu'on veut simplement ouvrir les établissements à la rentrée avec simplement 90% d'enseignants présents devant les élèves, ou est-ce qu'on considère qu'une rentrée est réussie si on ouvre tous les EPLE avec 100% d'enseignants? Ça, c'est quand même une vraie question. Pour diverses raisons, ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas toujours les enseignants devant les élèves, et ça arrive trop régulièrement. Cette conjoncture, il faut s'en préoccuper, il faut essayer de répondre à la situation, parce que ce sont quand même les mêmes qui aujourd'hui critiquent ce type de recrutement, qui regrettent l'absence de professeurs devant leurs élèves en septembre, que ce soit d'ailleurs les enseignants ou les parents. Donc il faut quand même aussi prendre en considération la problématique, et vous l'avez exposé, on est dans une crise du recrutement, puisque les CAPES et les agrègues n'ont pas été complètement, ne pourront pas permettre d'absorber complètement la rentrée en termes de recrutement des enseignants. Faut-il rester ainsi? Faut-il attendre simplement septembre? Dans tous les cas, les académies, d'une façon ou d'une autre, s'en préoccupent dès maintenant, et je ne sais pas si on peut totalement être en désaccord avec cette situation-là, puisqu'à un moment, il faut bien répondre à la question. Philippe Bilger. Est-ce que le succès de ce type de recrutement, par exemple à Versailles, le nombre de gens qui participent à cet exercice ne risque pas de dégrader le niveau par rapport à celui qui existe et qui, paraît-il, est déjà critiqué? Sinon, moi, je trouve que le principe n'est pas choquant, mais c'est uniquement la qualité qui sera professionnelle qui résultera de ce type de sélection. Qu'en pensez-vous? Gwenaëlle Surel. Oui, je pense que sur la qualité, c'est la question non seulement du recrutement, mais de l'accompagnement et de la formation qu'il peut apparaître derrière. Est-ce que ces contractuels seront simplement positionnés dans des établissements devant des élèves sans formation? Ça, c'est la première question qu'il faut poser. Le deuxième élément, on peut espérer que ce soit des contractuels qui aient un peu d'expérience. Et parfois, on s'aperçoit que sur une deuxième carrière, on a des collègues un peu expérimentés. Alors, quand je dis expérimentés, qui vont faire un premier passage, on va dire, dans une autre fonction, qui peuvent parfois répondre, on va dire, aux exigences et aux compétences d'enseignants. C'est vraiment une question de formation et, on va dire, d'espérance, de considération à moyen terme ou à long terme. Moi, je ne suis pas certain qu'actuellement, un enseignant qui a un Master MEF 2 ans, qui a passé 1 an à l'INSPE est aussi compétent que cela. Et la preuve en est, on se pose la même question lorsque tous les jeunes partent dans les académies, on va dire, comment dirais-je, moins attrayantes et pour lesquelles on se pose aussi la question de la qualité
qualité de l'enseignement. Donc je ne suis pas certain que cette entrée du job dating puisse permettre de répondre à la question de la qualité de l'enseignement. Il n'en demeure pas moins que de toute façon, il va bien falloir répondre à la question du recrutement global des enseignants. Et ça, cet élément-là, il met en exergue le job dating que de toute façon, quoi qu'on dise, pour le moment, le métier n'est pas considéré et les jeunes ou les moins jeunes ne veulent pas passer le concours du CAPES ou de la grève. Donc, que faisons-nous derrière cela? Est-ce qu'on ne fait rien? Ou de toute façon, et c'est ce que vous avez exposé, pour le moment, le recours contractuel est de plus en plus important. Il ne faut pas s'en satisfaire. Il n'en demeure pas moins qu'il faut répondre aux questions. Sur la qualité, à nouveau, je pense que c'est l'accompagnement de ces personnels qui permettra une qualité plus ou moins importante de l'enseignement, de la pédagogie et de la didactique. Je pense qu'aussi parfois, dans les établissements, on peut, alors je ne vais pas dire complètement répondre à la formation, mais dans tous les cas, faire en sorte que ces enseignants puissent s'améliorer sur un an. Je fais juste une petite remarque. De ce point de vue-là, puisqu'on est voué au dualisme scolaire dans l'Ouest, nos collègues directeurs d'établissements privés ne se posent pas les mêmes questions et sont sur ce type de recrutement depuis déjà fort longtemps. Boris Faure. Oui, je salue mon collègue du SNP2N. J'ai échangé avant cette émission avec Frédéric Marchand qui disait et qui a dit au nouveau ministre de l'Éducation nationale il faut un choc d'attractivité parce que le métier d'enseignant, il est dévalorisé pas seulement depuis 5 ans, depuis longtemps et qu'en termes de rémunération, vous le savez très bien, nous sommes quand même les mauvais élèves de l'Europe avec des enseignants qui sont, si on regarde la manière dont par exemple on paye les enseignants en Allemagne, on est très très nettement décroché. Donc c'est pas qu'une question de gros sous, mais c'est aussi une question de valorisation financière. J'imagine que ces éléments-là, vous les savez. Gonel Surel. Oui, alors il y a deux éléments, je pense, sur la question du recrutement. C'est clairement revaloriser la profession. Alors nous, on pense que certainement financièrement, il va falloir trouver des solutions parce qu'à un moment, on ne pourra pas rester sur les mêmes grilles indiciaires. Mais je pense aussi qu'il y a un véritable problème de considération. Le métier est devenu plus complexe, plus critiqué, plus critiquable. Les problématiques sont multiples dans les établissements ou dans les classes. À ce jour, quand même, on a aussi des élèves et des parents qui ont un regard totalement différent sur le métier d'enseignant, voire même parfois un jugement. Sont-ils à leur place? Ça, c'est une autre question. Et sur ces éléments-là de considération, on peut se retrouver avec des collègues qui ne souhaitent pas, et là, je ne suis pas sûr que ça soit que l'attractivité financière, même si ça en fait partie, et on a un certain nombre de collègues qui ne semblent pas enclins à aller vers le passage d'un concours. Alors, ça n'occulte pas la question de la revalorisation, mais je crois qu'il faut qu'on soit attentif à aussi une forme de réflexion sur la considération et puis sur la confiance. Mon collègue Boris Faure connaît parfaitement ce que l'on appelle le baromètre de l'UNSA, où on voit bien que sur 40 000 enseignants qui ont été sondés, la plupart se retrouvent plutôt sur un regard négatif sur leur profession et s'interrogent sur leur avenir. Et bien entendu, la partie financière est à considérer, mais je pense que surtout, c'est la question de la considération globale du métier et de la carrière. Les vraies voix, 18h40. Dans quelques instants, la suite de notre grand débat. Job dating dans l'éducation nationale. Aurons-nous des enseignants low cost? Vous êtes 93,5% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Boris Faure. Notre grand débat. Job dating dans l'éducation nationale. Aurons-nous des enseignants low cost? Et vous êtes toujours 93,5% à dire oui. Caroline Pilastre. Oui, dans un premier temps, lorsque j'ai entendu parler de cette proposition, je me suis dit que c'était intéressant pour pallier à la carence également dans ce secteur. D'ailleurs, l'éducation nationale n'en parle pas comme étant une pénurie d'effectifs. Et ensuite, je me suis dit, malgré le fait que ces candidats doivent avoir un bac+3, passe un genre de casting oralement pour qu'on puisse juger leur éloquence, que c'était quand même assez injuste vis-à-vis des instituteurs, des enseignants, des professeurs, appelez-les comme vous voulez, qui, eux, doivent avoir une formation, passer un cursus, et beaucoup, du coup, tirent la langue en disant que ceux qui vont se présenter ne sont pas légitimes, ou du moins le sont beaucoup moins qu'eux. D'ailleurs, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer, monsieur. Là où moi, j'ai mis un énorme bémol, puisque c'est mon
domaine, c'est ce que je défends lorsque je ne suis pas chroniqueuse dans les médias, c'est concernant les AEH, c'est-à-dire les auxiliaires d'enfants en situation de handicap. Ces personnes, malheureusement, perçoivent moins de 800 €. Donc, elles sont également dans une précarité, doivent être très bien formées, parce que déjà un professeur a du mal avec une classe d'enfants valides. Donc, imaginez-vous avec des enfants en situation de handicap, avec ses singularités. Vous parliez aussi de l'attractivité, mais vous avez raison, il faut d'abord revaloriser les salaires, considérer les professeurs, et puis ne nous leurrons pas aussi, vous avez beaucoup de quartiers où on ne peut pas traiter du programme classiquement. Dès qu'on parle du colonialisme, de l'esclavagisme ou de la Shoah, eh bien les professeurs mettent en jeu soit leurs biens, parce que souvent leurs voitures peuvent être vandalisées, soit leur personne, comme pour physique. Samuel Paty, et ne sont pas forcément soutenus par leur hiérarchie. Et justement, Gwenaëlle Surel, vous êtes secrétaire général adjoint du SNPDEN UTSA, qu'est-ce que vous voulez répondre à Caroline Pilastre? Bon, on est quand même sur une autre. Vous évoquez deux questions, la question du recrutement et puis après la question des conditions d'enseignement que je ne placerai pas au même niveau. Oui, je vous ai fait un constat général, monsieur. Voilà, oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais et effectivement, de mon point de vue, on n'est plus sur la même question. Je pensais l'avoir évoqué quand j'ai simplement dit qu'on n'est plus sur les mêmes conditions d'enseignement et que le métier est devenu plus complexe et les problématiques sont multiples. C'était exactement ce que je voulais souligner et que de ce point de vue-là, accompagné ou pas par la hiérarchie, dans tous les cas, on voit bien que cette complexité-là, n'attire pas obligatoirement les fous. Après, je pense qu'il faut quand même être attentif à exposer les choses par principe avec objectivité. On enseigne encore correctement dans 90-95% des cas. On a des enseignants dans 95%, 99% des cas qui font très bien leur job. Faut qu'on soit attentif à ne pas s'intéresser qu'aux 5 ou 1% qui, entre guillemets, dévaloriseraient le système éducatif ou la profession. Et il en est de même pour toutes les professions de l'éducation nationale. Derrière cela, je pense qu'il faut aussi considérer qu'on est dans une considérable évolution du métier, une évolution du rapport au travail. Je ne pense pas que ce soit que l'éducation nationale qui soit touchée par la problématique de recrutement. Si vous interrogez des DRH dans des lieux où il y a peut-être un taux de chômage moindre, ils ont aussi des problématiques de fidélisation, et c'est quand même la problématique de l'éducation nationale. À ce jour, l'ancienne fidélisation que nous avions et qui fonctionnait un peu différemment, c'est-à-dire vous passiez le CAPES ou la GREG ou le CRPE pour les professeurs des écoles et vous partiez pour 40 ans avec le PAC, MGEN, Maïf, Castel, c'est un peu la caricature. Ça fait sourire, mais dans tous les cas, ça n'attire plus nos collègues. Ça, c'est une réalité. Ça n'attire plus nos jeunes collègues. Voilà. Ce temps long n'est plus quelque chose qui leur permet, dans tous les cas, de vouloir rentrer dans l'éducation nationale. Donc, voilà, la question, c'est que fait-on ? Comment considère-t-on le métier? Comment accompagne-t-on, et ça fait partie, le fait d'enseigner, on va dire, tous les programmes dans toutes les localités de France et dans tous les EPLE de France. La République est indivisible, mais il n'en demeure pas moins que ça fait partie d'un coup. Après, sur la question que vous avez exposée sur le champ global, je pense que ça serait un autre type. Là, on est dans un vrai problème de recrutement, à nouveau. C'est assez surprenant parce que, je le dis, et sans jugement, vraiment sans jugement, je dis juste que les établissements privés font ce type de recrutement, alors pas sur du job dating peut-être, mais sont sur un même type de recrutement et sont parfois sur, on va dire, des recrutements avec des personnels enseignants qui ont tout juste un bac+3 et qui enseignent et les parents ne sont pas toujours aussi alarmistes. Voilà. Je ne dis pas qu'il faille se satisfaire de cette situation-là, je dis juste qu'il faut prendre ça avec considération, avec un deuxième élément. On sort de 2 ans de pandémie, je ne suis pas certain qu'on soit sur les mêmes bases. Ça ne veut pas dire que la pandémie doit tout occulter, oui. Mais il faudra revoir au niveau du CAPES et de la GREG dans 1 an et voir et vraiment apprécier la situation. Si effectivement on est dans le même état, là il faudra globalement remettre les choses à plat sur le recrutement des enseignants. Boris Faure, rapidement pour une réponse rapide. On est passé en un siècle du temps des hussards qui étaient dans la vocation enseignante sur une vie et qui étaient même
des vocations sur plusieurs générations. Les enfants d'enseignants faisaient des enseignants. Autant des contractuels à échéance, des éducateurs à échéance. C'est-à-dire des personnes peut-être qui feront ce métier-là, qui est un métier difficile et exigeant sur quelques années, et puis qui bifurqueront vers autre chose. C'est ça qui est peut-être intéressant, une réflexion sur l'après-métier d'enseignant. Est-ce qu'on a vocation à enseigner sur 40 ans? C'est pas sûr. Vraie question, c'est une vocation à vie, comme rentrer dans les ordres, je sais pas, par exemple. Ou vous dans les désordres, peut-être. Gwenaël Surel. Alors, comment dirais-je, au sein de l'INSA Éducation, au regard, on va dire, de la laïcité, on va avoir du mal à corroborer à vos propos sur rentrer dans les ordres. Non, mais c'était, vous voyez ce que je veux dire. Non, j'entends tout à fait, mais je vous réponds aussi sur le même esprit amusé. Non, mais à nouveau, je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne en considération qu'on est sur une autre temporalité, un autre rapport au travail, et que nos enseignants ont le droit d'avoir une deuxième carrière, tant dans l'enseignement qu'à l'extérieur de l'enseignement. Et ça, je suis pas sûr qu'on sache très bien faire dans l'éducation nationale. Hein. On voit bien commence à se mettre en place des ruptures conventionnelles pour les personnels enseignants, mais aussi pour les cadres de l'éducation nationale. Et on voit bien que dans les rectorats, quand je dis ça ne fonctionne pas, on a du mal à répondre à la question aux collègues qui disent que ils veulent quitter l'éducation nationale, et on est un peu dépourvu devant cette question-là. Donc, je crois qu'il y a une vraie progression en RH à avoir du côté de l'éducation nationale, y compris d'ailleurs pour les personnels de direction, principaux adjoints, proviseurs adjoints et proviseurs. Ça, c'est une vraie question. Je ne pense pas qu'il faille aussi tirer des conséquences totales sur ce manque de recrutement et cette problématique de recrutement sur un an. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on soit dans l'accompagnement de tous les enseignants, y compris ces enseignants qui arriveront à la rentrée prochaine. Merci beaucoup Gwenaël Surel, secrétaire général adjoint du SNP-DEN UNSA. Verdict sur Twitter, job dating dans l'éducation nationale. Aurons-nous des enseignants no cost? Vous êtes 93,4% à dire oui. Gwenaël Surel, vous êtes breton? Bien sûr. Vous aimez les accents, parce qu'on va en parler tout de suite avec Frédéric Brindel, et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup.